L'exécution d'un cycle complet de traitement batch se fait encore très largement de façon manuelle et pour peu dire assez artisanale. Plusieurs collaborateurs peuvent jouer chacun un rôle dans le process, qu'ils soient maîtrise d'œuvre, testeur, maîtrise d'ouvrage et parfois aussi gestionnaire d'environnement. Le premier rôle consiste à préparer les données et à injecter ces données pour initialiser le référentiel de données en entrée. Le deuxième rôle consiste à lancer l'exécution du traitement batch. Enfin, le troisième consiste à extraire les données qui sont produites ou modifiées et vérifier éventuellement si des données ont été supprimées par le traitement. Essayons maintenant d'analyser les facteurs de coût dans le process. L'initialisation des données peut être une opération très coûteuse en fonction de la complexité du référentiel de données, de la connaissance de l'utilisateur de la structure des données, et aussi en fonction des outils logiciels dont il dispose pour interagir avec le référentiel et y apporter des modifications. La deuxième étape est le lancement du batch. Celle-ci requiert une technicité forte et un temps plus ou moins long pour réaliser toutes les opérations. S'ensuit l'extraction des données qui nécessite une bonne connaissance fonctionnelle du traitement pour connaître quel en est l'impact exact sur le référentiel en sortie et en extraire les données pertinentes. Nous avons là trois aspects de coût importants auxquels il faut ajouter un coût intrinsèque lié au délai nécessaire entre ces différentes opérations lorsqu'elles sont entreprises par des utilisateurs différents. Il faut aussi se rendre à l'évidence que lorsque les référentiels de données sont complexes, la vérification manuelle de tous les résultats et tous les cas de test peut être tout simplement impossible, ce qui ne garantit pas une bonne robustesse du traitement. Et on peut s'attendre de façon certaine à des anomalies ultérieures en production, avec le coût exorbitant qui s'ensuit en comparant avec le coût d'une détection précoce. Ajoutons également le coût lorsqu'un nouvel utilisateur ne connaissant pas le fonctionnel ou le technique prend en charge une partie de ses tâches et qu'il faut le former. Lorsque le traitement est en cours de développement ou qu'il subit une évolution fonctionnelle ou lorsqu'il est corrigé, il faut répéter ces actions plusieurs fois et le faible taux d'automatisation de ces tâches multiplie le coût en presque autant de cycles lancés. Reprenons l'ensemble des facteurs de coût en les décomposant en plusieurs leviers sur lesquels nous allons essayer d'agir et qui vont produire des effets sur la productivité et la qualité. Rappelez-vous que nous avons identifié un coût lié à la réalisation d'un certain nombre de tâches manuelles répétitives par les utilisateurs. Nous avons également identifié un coût lié au délai, un coût lié à la non-qualité engendrée, un coût lié au niveau de capitalisation et un coût lié à la formation et à la prise en main suite à la mobilité des collaborateurs. L'objectif du logiciel Run and Test qui vous sera présenté dans ces grandes lignes est justement d'agir sur l'ensemble de ces leviers, notamment en automatisant la plupart des tâches exécutées manuellement, en enchaînant automatiquement toutes les tâches du cycle d'exécution pour réduire les délais, en vous donnant les moyens de maîtriser parfaitement les entrées-sorties de votre batch, en capitalisant un maximum d'informations sur le cycle d'exécution, et puis en restituant ces informations à l'utilisateur de façon claire, intuitive, en masquant toutes les complexités techniques pour une prise en main optimisée de toute nouvelle ressource. Entrons maintenant un peu plus dans les détails pour voir dans quelle mesure Run and Test permet d'atteindre ces objectifs. Nous avons vu qu'il est nécessaire d'interagir avec des référentiels de données. L'utilisateur devra, le cas échéant, interagir avec des bases de données en utilisant un requêteur SQL. Il doit aussi créer ou modifier des fichiers. Pour cela, des éditeurs de fichiers existent et peuvent faire l'affaire, sauf dans le cas de fichiers plats qui sont traditionnellement utilisés dans des environnements MVS et qui sont très répandus dans les entreprises industrielles, les banques et les assurances. Ces fichiers sont difficilement lisibles par un opérateur humain, de par leur structure plate, qui fait d'ailleurs qu'on peut décrypter leur contenu qu'en y associant un fichier de description. Ces fichiers de description de structure sont généralement sous forme Excel ou sous forme Close Copy Cobol et sont eux-mêmes peu intuitifs.
Lorsqu'il s'agit de créer ou modifier de tels fichiers avec un éditeur de texte, il faut franchement souhaiter bon courage à la maîtrise d'œuvre ou au testeur. Mais il faut surtout compter des heures, voire des jours entiers, pour un résultat pas forcément correct. L'utilisateur doit ensuite faire appel à deux autres outils. L'un pour transférer les fichiers sur la machine Unix, et le deuxième pour exécuter des commandes Unix pour déplacer le fichier, lui affecter un nom, des droits particuliers, ou pour faire d'autres opérations. Les opérations dont nous venons de parler doivent être appliquées au référentiel de données en entrée, ainsi qu'au référentiel de données en sortie, accentuant d'autant le coût manuel. Additionnez à cela l'exécution de commandes bien précises pour le lancement du traitement. Constatez bien que le nombre de tâches manuelles et leur technicité sont importants, nécessitant l'utilisation d'une multitude d'outils, parfois peu adaptés comme c'est le cas pour l'édition de fichiers plats. Tout ceci engendre des coûts importants et des taux d'imperfection ou d'erreur non négligeables lors de la réalisation de ces tâches. Si vous avez bien suivi, vous connaissez maintenant les outils dont nous avons besoin pour interagir avec nos référentiels de données, notamment un logiciel d'interrogation des bases de données, un éditeur de fichiers, un logiciel de transfert de fichiers par FTP et un outil d'exécution des commandes sur la machine Unix. Run and Test vous permet de configurer l'accès automatique à vos référentiels de données car il intègre l'ensemble de ces outils et permet de paramétrer l'ordonnancement de ces tâches par rapport à l'exécution du batch. L'ensemble des tâches techniques que nous avons vues peuvent être réduits à un simple clic dans Run and Test, faisant ainsi des gains considérables sur l'effet de manutention. Les tâches que l'opérateur entreprend deviennent quasi exclusivement portées sur le fonctionnel, notamment pour éditer les fichiers en entrée et visualiser les fichiers en sortie. Le gain de productivité estimé sur ces tâches est entre 40 et 70%. Revenons un peu aux fichiers plats, qui sont assez complexes et qui sont associés à des fichiers de description de contenu. Run and Test permet d'intégrer ces fameux fichiers de description sous format Excel ou Close Copy COBOL afin d'affranchir complètement l'utilisateur de la nécessité de recourir à ce fichier. L'utilisateur pourra ainsi visualiser et modifier ces fichiers de façon très facile, très rapide et très fiable. L'effet capitalisation ainsi créé permet une grande amélioration de la productivité liée à la mobilisation des connaissances sur un batch. Cette productivité se trouve améliorée car Run and Test permet également de capitaliser sur tous les enchaînements du cycle d'exécution des batchs en donnant la possibilité de les paramétrer une seule fois et de pouvoir exécuter un cycle complet par un simple clic de souris. Les délais nécessaires pour l'enchaînement de toutes les actions se trouvent de fait rendus à néant quasiment. Nous aurons de la sorte produit un autre effet d'amélioration de la productivité et de la simplification d'utilisation. Admirez maintenant l'écran de lancement de batch mettant en évidence le résultat d'une forte capitalisation et d'une très grande industrialisation du process. Lorsqu'un utilisateur ouvre l'outil sur son périmètre fonctionnel, il sélectionne un batch à exécuter. Sur sa droite apparaît l'ensemble des informations concernant les fichiers qui sont transférés ainsi que les requêtes qui sont exécutées. Une zone est dédiée au référentiel du données en entrée et une autre zone contient le paramétrage lié au référentiel de données en sortie. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Exécuter pour que le cycle démarre par l'exécution des requêtes d'initialisation du référentiel de données en entrée ainsi que le transfert de tous les fichiers paramétrés. Si cette étape se déroule avec succès, le batch est lancé automatiquement. Un état d'échec ou de réussite est affiché à la fin de l'exécution. Et enfin, les requêtes d'extraction des données ainsi que le rapatriement de l'ensemble des fichiers paramétrés est lancé. Lorsque cette opération se termine, l'utilisateur peut ouvrir les données rapatriées pour les visualiser, ou alors il peut choisir d'exécuter les tests automatiques si ceux-ci ont été paramétrés. Nous verrons cet aspect dans la section suivante. Nous avons souvent évoqué dans cette section l'éditeur de fichiers plats qui simplifie grandement leur manipulation. En effet, celui-ci permet de reconstituer sous une forme arborescente les données en respectant une hiérarchisation fonctionnelle
dans le cas des fichiers multi-enregistrement. Sur la zone centrale, les noms des champs et leurs valeurs sont parfaitement clairs et visibles. Les modifications sur les champs sont opérées dans l'outil et directement enregistrées au format plat d'origine. L'outil valide également les types de données saisies et assiste l'utilisateur pour l'avertir de toute erreur de saisie et pour l'aider dans ses différentes opérations. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que l'outil rend accessible l'ensemble des opérations que nous avons vues à un personnel non technique. Les utilisateurs potentiels de l'outil peuvent être soit des testeurs, soit des développeurs, soit des maîtrises d'ouvrage ou encore des managers.